Bonsoir Mathilde Panot. Bonsoir. Et merci d'avoir accepté l'invitation de France Info. Je le rappelle, vous êtes députée du Val-de-Marne, présidente du groupe La France Insoumise à l'Assemblée nationale. Et ce soir, vous répondrez à toutes nos questions sur le pape, bien sûr, mais sur le reste de l'actualité, évidemment, surtout aux questions de nos téléspectatrices et téléspectateurs. Pour poser des questions, c'est extrêmement simple. Je crois que vous le savez désormais. Vous prenez votre téléphone portable et vous le dirigez, l'appareil photo, vers le haut à droite de l'écran. Ah voilà, j'étais sûr que j'allais rater sur la première. J'étais sûr que j'allais le rater, évidemment, Gilles. Et puis là, vous serez guidé très naturellement. Vous scannez ce code et vous serez guidé très naturellement pour poser votre question en direct à Mathilde Panot. C'est à vous. Absolument. Alors, on commentera tout à l'heure l'intervention du pape devant la basilique. On va parler en attendant du reste de la visite du pape que vous avez déjà commenté. Bonsoir Mathilde Panot. D'abord, qu'est-ce qui vous chagrine? Vous avez critiqué la présence du pape à la messe demain. Qu'est-ce qui vous chagrine autant? Pas la présence du pape. La présence du pape, elle est naturelle, évidemment. Celle du président de la République, pardonnez-moi pour ce lapsus. Qu'est-ce qui vous chagrine autant dans la présence d'Emmanuel Macron demain à la messe? La loi de 1905 ne l'interdit pas. Alors déjà, je sais qu'on va en parler juste après, mais je voudrais quand même dire que nous, ce qui nous intéresse dans la visite du pape comme chef d'État à Marseille, c'est d'abord une initiative que je veux saluer, qui est celle d'une sorte de devoir d'humanité, avec notamment un hommage aux migrants qui sont morts en mer, et notamment en mer Méditerranée, qui est aujourd'hui un des plus grands cimetières du monde. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que nous pointons une forme d'hypocrisie de ce gouvernement qui utilise la laïcité à géométrie variable. Et nous le disons, c'est dans notre programme, nous refusons que le président de la République soit là dans une cérémonie religieuse. Nous trouvons normal qu'il aille voir le pape, qu'il puisse, y compris peut-être, écouter ce que dit le pape sur les questions migratoires et la crise de l'accueil qui existe notamment en Europe et notamment en France, mais nous pensons que sa place n'est pas dans la cérémonie religieuse. Quand vous dites à géométrie variable, faut-il comprendre que vous avez le sentiment qu'il privilégie une religion par rapport à une autre? Je vous laisse imaginer si Emmanuel Macron s'était rendu dans une mosquée, quelles auraient été les réactions. Alors, peut-être que vous, Monsieur Bernstein, vous n'y voyez pas d'inconvénient, mais je vous laisse imaginer quelle aurait été la réaction dans le pays. Et donc oui, je le dis, par exemple, le fait qu'on ait instrumentalisé la laïcité sur la question de l'abaya, alors que je pense qu'il faudrait laisser les jeunes femmes s'habiller comme elles le veulent dans ce pays, est une utilisation de la laïcité à géométrie variable. Mais je veux vous dire quelque chose, Monsieur Bernstein, qui pour moi est très important. Ce qui m'inquiète dans cette histoire, c'est ce que dit notamment Jean Bobéro, qui est un grand spécialiste de la laïcité, qui a écrit plusieurs ouvrages sur cette question, et qui dit, quand vous demandez aux jeunes générations dans notre pays quelle est pour eux la définition de la laïcité, ils vous sortent une réponse avec une liste d'interdits, et pratiquement jamais la question de la liberté de conscience. Or, je le rappelle, dans notre pays, si l'État refuse que les religions fassent la loi, c'est d'abord et avant tout pour respecter la liberté de culte et la liberté de conscience de chacun et de chacune. Et c'est cette question de respect, je crois, sur lequel il faut qu'on revienne pour ne pas dévoyer la laïcité. C'est précisément, ça va dans le sens de ce que vous disiez, cette première question qui nous est arrivée. On vous répond, notre gouvernement vient d'interdire l'abaya à l'école. Je vais un peu vite dans la question, puisque c'est ce qu'on se disait, laïque venant de la part d'un président français de se rendre à l'église. Mais du coup, je rebondis sur ce que vous disiez. Ça vous choquerait qu'il aille dans une mosquée, le président de la République? Mais c'est pas une question d'une mosquée, d'une église ou d'une messe. C'est vous qui en avez parlé. Oui, mais je disais juste que c'était à géométrie variable. Je pense que le président de la République n'a pas sa place dans aucune cérémonie religieuse, quelle que soit la religion par ailleurs. Est-ce que vous... C'est une règle assez simple qu'il pourrait respecter. Mais même la rupture du jeûne au ramadan, par exemple, ce serait oui, mais problématique. Pas de cérémonie religieuse. Pas de cérémonie religieuse, niette. Est-ce que vous l'accusez de faire de la récup politique, c'est-à-dire d'essayer de s'attirer les voix des électeurs catholiques? Je ne sais pas, parce que s'il voulait essayer de récupérer les voix des électeurs catholiques, peut-être pourrait-il faire ce que le pape va expliquer tout à l'heure dans son discours, là aussi on en reparlera, mais notamment dire que la France prend sa part d'accueil dans les exilés qui sont aujourd'hui à Lampedusa, arrêter de faire une énième loi immigration. Vous savez à combien de lois immigration on est depuis 1990, Monsieur Bernstein? Nous serons, s'il fait sa loi immigration, à la 22e loi immigration. Qu'est-ce que ça veut dire? Ces lois ne sont jamais étudiées sur quels impacts elles ont donné derrière. On ne regarde jamais qu'est-ce que ces lois ont créé. Pourquoi? Parce que le but, c'est juste de montrer qu'on a fait quelque chose pour montrer qu'on a fait quelque chose. C'est-à-dire, le rôle de l'immigration dans le débat public joue
une sorte de rôle d'épouvantail. Il faut arrêter avec cette logique et inverser la logique. Et je dirais juste à ceux qui pointent sans cesse les exilés du doigt en les montrant comme des boucs émissaires, que ce sont les mêmes qui pointent du doigt ces exilés, qui sont les mêmes qui adorent les accords de libre-échange qu'on continue à tout va et qui sont responsables d'une partie des migrations dans le monde, notamment avec la destruction de l'agriculture vivrière dans beaucoup des pays. Donc peut-être est-ce cette logique qu'il faut aussi changer pour faire en sorte que, notre pays accueille dignement celles et ceux qui sont là, parce que sinon ça crée juste plus de morts aux frontières, ce qui est en train de se passer dans la Méditerranée et malheureusement aussi dans la Manche, et de faire en sorte d'éviter de faire des politiques qui sont destructrices des lieux de vie de beaucoup de gens qui sont ensuite obligés de fuir. Alors ce soir, dans une heure exactement, LFI, votre parti organise un rassemblement à Marseille. J'ai lu le communiqué, il y est dit en solidarité avec les victimes de barbarie anti-migrants. Qui sont les barbares? Eh bien, les barbares sont ceux qui organisent des politiques. Donc le gouvernement. Comment? Oui, par exemple, notre gouvernement, oui. Je pense qu'il y a une forme... Il y a une forme d'inhumanité, oui. Je pense qu'il y a une... Inhumanité ou barbarie? Bon, barbarie, inhumanité, c'est ça que ça veut dire. Bon, vous pouvez vous concentrer sur un mot si vous voulez. Je l'ai lu. Écoutez, quand je vous dis que la Méditerranée, c'est très bien, Monsieur Bernstein, vous devriez les lire et vous en imprégner autant qu'il le faut. Quand la Méditerranée est devenue la frontière la plus meurtrière au monde, et que nous demandons, nous, depuis des années, à ce qu'on organise notamment une force de secours en mer, qui est juste, je le rappelle, le respect du droit international, qui dit que dans le droit international maritime, toute personne, quelle que soit son origine, sa couleur de peau, sa religion réelle ou supposée, eh bien, doit être secourue. Nous demandons à ce qu'il y ait une force commune en Méditerranée pour organiser le secours et que ça ne soit pas juste des associations qui, avec toute leur force et une criminalisation extrêmement forte, respectent notre humanité commune. Et donc, je crois que oui, nous gagnerons aussi à nous respecter nous-mêmes, à faire en sorte qu'on reconnaisse dans les exilés nos frères et sœurs en humanité. Mais ce soir, avec votre manif, là, vous espérez faire de la... Parce que j'ai vu que vous appeliez, vous espérez faire de la concurrence au pape, c'est quand même assez risqué comme... Non, je pense que c'est justement une manière de saluer aussi le thème que le pape veut porter et de dire que nous, en tant que force politique... C'est deux salles, deux ambiances. Non, c'est pas une question de salle... Enfin, je sais pas pourquoi vous voulez y voir une concurrence. Non. Nous avons toutes les télés qui sont tournées vers l'arrivée du pape comme chef d'État à Marseille. Je trouve ça intéressant de montrer qu'il y a des citoyens et citoyennes qui eux aussi se battent pour qu'on garde des politiques d'humanité dans notre pays. Donc dans quelques jours, la loi immigration sera présentée, vous l'avez évoqué. On va voir un sondage pour CSA, pour CNews. CNews qui, comme vous le savez, n'est pas à proprement parler une chaîne de gauchistes. Eh bien, la gauche est d'accord avec la proposition de régulariser les sans-papiers qui travaillent dans les métiers en tension. Ce qui n'est pas votre proposition, parce que vous voulez régulariser tous les sans-papiers. Et d'ailleurs, c'est tous les travailleurs sans papier, monsieur. Et je crois qu'on va écouter Mathieu sur ce sujet. On va joindre Evelyne, qui est notre observatrice citoyenne ce soir. On va la retrouver un petit peu plus tard. Elle voulait précisément vous poser une question là-dessus. Est-ce que quand vous dites tous les travailleurs sans papier, vous avez un chiffre, Mathilde Panot? Vous êtes capable de chiffrer la mesure, de nous dire... Non, je vous pose la question. Ce sont des sans-papiers, c'est compliqué, évidemment, d'avoir des chiffres précis, mais qu'ils soient, je vais dire des chiffres au pif, 500 000, 700 000, 1 million, c'est la même chose, tous régularisés. C'est pas au pif. Le ministère de l'Intérieur estime aujourd'hui qu'il y a 600 à 700 000 sans-papiers en France. Évidemment, par définition, on n'a pas un chiffre précis. Exactement, nous n'avons pas de chiffre précis. Première chose, nous sommes pour la régularisation de tous les travailleurs sans papier. Ce sont des gens sans papier, qui cotisent, oui, avec sur preuve de travail, parce que vous le savez, beaucoup sont obligés de travailler sous alias ou dans des conditions autres. Je vais donner un exemple très précis pour que tout le monde comprenne de ce dont on est en train de parler. Vous avez depuis 22 mois, dans notre pays, des travailleurs qui sont en grève. Ce sont les travailleurs de Chronopost. C'est ceux qui vont aller vous livrer des colis, qui ont continué à travailler pendant le Covid pour aller livrer un peu partout et qui sont sous-traitants de la Poste. Ces travailleurs sont dans des conditions inacceptables de travail. C'est-à-dire que puisqu'ils n'ont pas de papier, on se permet de les exploiter à tout va. Il y a déjà eu une première lutte en 2019 où nous avons gagné 83 régularisations et donc où l'État a admis qu'il y avait une exploitation de travailleurs sans papier par la Poste dont l'État est actionnaire.
Mathilde Panot, Que se passe-t-il c'est après important pour 22 les mois Français de savoir, en gros, vous avez un slogan, Jean-Luc Mélenchon a dit, si je venais à gouverner, je commencerais par une vague de régularisation Ça ne vous choque massive. pas? Mais attendez, monsieur Bernstein, ça ne vous choque pas que l'État actionnaire de la Poste sait que la Poste emploie des sans-papiers en gros, et qu'on recommence de nouveau? Combien de personnes ça représente selon vous? Combien de personnes êtes-vous prêt à régulariser dès que vous arrivez au pouvoir? Le nombre qu'il faudra, monsieur Bernstein, c'est-à-dire le nombre de gens qui travaillent dans ce pays et qui je le rappelle, cotisent. Et qui cotisent même plus que ce qu'ils reçoivent. C'est le sens de la question, Mathilde Panot, quel que soit le nombre, justement, c'est une question de principe que vous posez là, et c'est la réponse qu'on a. Oui, et je rappelle juste aux Français, par exemple, que ça rapporte 8 milliards aux caisses de l'État qui ne sont pas récoltés en plus. Donc, simplement, voilà. On a retrouvé Evelyne, observatrice citoyenne, et je voulais, dans On vous répond, que ce soit aussi une téléspectatrice qui puisse vous poser sa question. Bonsoir Evelyne. Bonsoir. Et bienvenue sur France Info ce soir. Votre question, Evelyne, pour Mathilde Panot. Je rappelle que vous êtes agent immobilier dans la Somme. Oui, c'est ça. Moi, je voudrais poser une question à Mathilde Panot. C'est arrive un moment, il va falloir prendre des responsabilités, et même si cette loi-là, elle n'est pas non plus terrible, et pourquoi ne pas la voter? Parce que sinon, tout le monde se plaint, tout le monde se bat pour les sans-papiers. Vous venez de le dire vous-même, en 2019, il n'y a eu que 83 régularisations, donc on fait quoi? Si on n'avance pas, si on va toujours contre, si on ne trouve pas une solution ou un compromis, les sans-papiers resteront des sans-papiers, ils seront toujours, comme vous dites, exploités et mal logés. Si personne n'y met du sien, les 8 milliards là, de caisse que ça coûte à l'État, en 2026, ça va coûter combien? Donc, arrivez à un moment, mettez-vous tous d'accord et essayez de trouver une solution. Mais Evelyne, c'est important ce que dit Evelyne. Ce qu'elle vous demande tout simplement, c'est cette loi qui prévoira, on verra quand on aura exactement le détail, de régulariser les travailleurs sans papier. La voterez-vous? Alors non, et je vais expliquer pourquoi, Evelyne, et vous avez raison de pointer le fait qu'il faut essayer d'avancer sur des questions. Le problème, c'est que la régularisation des travailleurs sans papier sur des métiers en tension, c'est en quelque sorte le sucre, ce qu'on nous vend pour voter l'ensemble de la loi immigration, qui est une loi extrêmement répressive et qui vise à détruire encore les conditions d'accueil, alors qu'on sait le faire. Par exemple, la France a accueilli 100 000 Ukrainiens. Evelyne vous dit, Evelyne est Attendez, mais laissez-moi terminer, monsieur Bernstein, sinon je ne peux pas expliquer ma pensée. La France a accueilli 100 000 Ukrainiens, et c'est très heureux. Mais vous n'avez pas vu, et fort heureusement, des Ukrainiens qui étaient dans des tentes, dehors, dans des conditions d'accueil qui sont déplorables. Eh bien, lorsqu'on a la volonté politique de le faire, on peut le faire. Et il y a une deuxième chose. Donc, il y a beaucoup de choses dans cette loi immigration qui ne nous conviennent pas du tout et qui ne changent pas de logique par rapport à ce qui a été fait avant, et donc qui vont produire les mêmes effets et les mêmes causes produisant les mêmes effets. Première chose. Deuxième chose, le problème de la régularisation des travailleurs sans papier sur les métiers en tension, c'est que, en quelque sorte, ça crée des travailleurs jetables. Pourquoi? Parce que vous allez donner des titres de séjour de 1 an à des gens. Et quand vous parlez aux services préfectoraux, ils disent qu'ils souhaitent qu'on puisse aller sur des titres de séjour de 5 ans, voire de 10 ans, parce que c'est impossible pour leur service de traiter ça régulièrement. Et donc, vous aurez des listes. Une année, ça sera en tension. L'autre année, ça ne le sera plus. Et en quelque sorte, on peut jeter les gens. Ce n'est pas sérieux. Voilà, ce n'est pas sérieux. Evelyne, vous demandiez à Mathilde Panot. Allez-y, répondez à Mathilde Panot. À l'heure actuelle, il y a des sans-papiers, on les a, ils travaillent. Donc, il faut s'occuper de cela en priorité, parce que ces gens-là, moi, je les vois. J'habite dans un secteur où j'en vois des sans-papiers travailler, qui sont mal logés, qui dorment dans leur voiture, qui prennent des douches dans les espaces communs. Mais ceux-là, là, ceux de maintenant, là, ceux qui sont en France depuis un moment, qui travaillent, qui cotisent, il faut les régulariser. Et il faut fermer les frontières. On ne va pas prendre toute la misère du monde en France sur le dos. Déjà qu'on s'occupe de ce qu'il y a déjà en France, déjà de les régulariser. Ils ont le courage de se lever et d'aller travailler, et qu'on les respecte et qu'on les régularise. Et puis surtout, pas prendre toute la misère du monde. Vous allez me parler de l'Ukraine et des Ukrainiens qui sont venus en France. Ils ont été très bien, ils sont venus travailler. Mais quand ils ont pu toucher d'aide, qu'est-ce qu'ils ont fait? Sauf que vous lui répondez que vous ne voterez pas la loi. Non, mais parce que je suis en train d'expliquer que dans la loi, ce n'est pas ça qui est marqué. Si c'était dans la loi ce que Evelyne vient de dire, je la voterais à 100%. Mais malheureusement, ce n'est pas la loi qu'on va nous proposer. Mais votre loi, Evelyne, je la vote. Evelyne. Voilà. Il faut commencer quelque part. Moi, j'ai qu'arrivé à un moment, alors sans a priori, de droite, de gauche, j'en ai rien à foutre, mais arrivé à un moment, il faut trouver une solution.
On va pas en manger tous les jours des immigrés de la loi d'immigration. Il y a autre chose en France. Il faut vite voter pour qu'on puisse avancer. Parce que le temps qu'on parle de ça, on s'occupe pas de ce qui se passe en France. Donc votez là, essayez de trouver quelque chose, mais faites quelque chose. Quoi. Vous savez, Ouais, Evelyne, même si on régularisait les travailleurs sans papier, ce que vous êtes en train de dire, on pourrait régulariser sans qu'il n'y ait aucune loi qui soit votée. On pourrait juste décider qu'on régularise et effectivement passer à des grands sujets qui concernent tout le monde. Comment est-ce que, eh bien, on fait en sorte qu'il n'y ait plus un Français sur deux qui se prive de repas régulièrement, voire de repas par jour, pour notamment que leur enfant puisse manger? Comment est-ce qu'on fait pour remettre des services publics en l'état qui bénéficient à tout le monde, etc. etc. Evelyne, Ouais. merci beaucoup. Oui. Merci pour cet échange. Vous avez pu poser votre question à Mathilde Panot et je rappelle ce QR code qui est sur votre écran. Vous prenez votre téléphone, vous le flashez. J'ai même croisé, vous voyez, Gilles Bornstein comme ça. Et justement, ça nous permet d'accueillir Myrtigal qui pose sa question, qui s'affiche devant vous. Mathilde Panot, que pensez-vous des statistiques qui semblent montrer que la plupart des migrants semblent être des hommes et semblent venir de pays sans guerre? Alors, statistiques, il y a au moins des témoignages, car c'est l'un des arguments principaux de la droite et de l'extrême droite. Faites-vous une différence entre asile et migrants économiques? Alors, il y a une différence en droit international entre des réfugiés, donc qui ont le droit d'asile, et effectivement des migrants économiques. Des réfugiés, il y a un certain nombre de critères, et la France a signé des conventions internationales qui permettent d'accueillir des réfugiés et donc auxquels la France doit protection. Ensuite, il y a effectivement des migrants économiques et des exilés économiques, et il y a une chose qui va faire changer d'échelle les migrations dans le monde, qui est le dérèglement climatique. Parce que vous le savez, si vous regardez par exemple à Madagascar, vous avez eu il y a 2 ans ce que l'ONU a décrit comme la première famine qui est directement liée au dérèglement climatique. La montée des mers à des endroits fait déjà que des gens doivent fuir chez eux, ainsi que des sécheresses, etc. Donc on va avoir une explosion de ce qu'on pourrait appeler des exilés économiques ou des exilés climatiques. Pourquoi est-ce que c'est vrai? Alors, je ne connais pas le chiffre exact, peut-être le connaissez-vous, mais c'est vrai qu'il y a souvent des hommes seuls qui vont venir, qui sont des hommes jeunes, qui vont venir... On a vu les images de Lampedusa, il y avait quasiment que des hommes. Enfin, il y avait une grande majorité d'hommes. Oui, enfin, Lampedusa, excusez-moi, c'est 11 000 personnes, c'est pas non plus... Donc, c'est vrai qu'il y a souvent des hommes jeunes, seuls, qui viennent, notamment parce que, bon... À l'inverse des Ukrainiens, pardon de vous couper, à l'inverse des Ukrainiens dont vous parliez tout à l'heure, parce que c'était souvent des femmes qui venaient pendant que leur mari était au front. Exactement. Et donc, je disais que sur les hommes jeunes qui venaient souvent pour traverser la Méditerranée, au danger de leur vie, je le rappelle, pour essayer d'avoir une vie meilleure, envoyer de l'argent à la famille, et donc, où un phénomène de migration, d'ailleurs assez fort, se passe, pour faire en sorte qu'on essaye de tirer vers le haut le niveau de revenu de tout le monde. Donc c'est pour ça qu'il y a des hommes seuls qu'on retrouve sur ces routes migratoires qui sont extrêmement dangereuses. Mais je le dis, à partir du moment où le phénomène migratoire va changer d'échelle et que l'Europe n'est pas du tout sur une submersion migratoire, je le rappelle, et encore moins la France, qui est un des pays d'Europe de l'Ouest avec le moins fort taux d'accueil des exilés, la plupart des migrations, et je voudrais commencer par ça, se fait du sud au sud, c'est-à-dire dans des pays bien moins riches que le nôtre. Donc je crois que dans la 7e puissance économique au monde, si nous faisons en sorte de répartir le nombre de personnes qui arrivent en Europe, nous pouvons faire en sorte d'accueillir dignement les gens. Et nous n'avons pas une crise migratoire, mais une crise de l'accueil dans ce continent. Le pape est en train de sortir de la basilique Notre-Dame de la Garde. La prière mariale est terminée à Marseille. On va faire des allers-retours ensemble à Marseille, mais on écoutera surtout le discours qu'on attend de François sur la question des migrants en mer Méditerranée. Mais je continue. On vous répond, vous intervenez, vous êtes en direct avec nous. Pourquoi les personnes demandent carreau? Pourquoi les personnes qui embauchent des sans-papiers ne sont-elles pas inquiétées si on régularise les sans-papiers? Comment peut-on leur assurer un avenir social et professionnel alors qu'aujourd'hui, des citoyens français vivent dans la misère, sans toit et sans emploi? Il y a 2 questions. La première, d'abord, c'est vrai qu'on parle sans arrêt des travailleurs sans papier, pas de ceux qui les emploient. Exactement. Je donnais l'exemple des chronopostes qui se battent depuis 22 mois avec la complicité donc de l'État, puisque l'État est actionnaire de la Poste et donc par sous-traitance, et qu'ils savent que des sans-papiers sont employés. Pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas inquiétés? Non seulement parce que bien souvent il n'y a pas de volonté politique de le faire, et le patron de la Poste explique, mais vraiment tranquillement devant l'Assemblée, que s'il n'employait pas des sans-papiers, c'est-à-dire en dehors de notre code du travail, eh bien, il n'arriverait pas à être en concurrence normale avec les autres. Donc, c'est une volonté délibérée de sa part. Et la deuxième chose, c'est que vous le savez,
ceux qui doivent contrôler le respect du droit du travail dans ce pays s'appellent les inspecteurs du travail, et que les inspecteurs du travail sont aujourd'hui en sous-nombre et sont aujourd'hui dans des combats très forts pour garder leur indépendance, ce qui explique ensuite que vous avez des employeurs voyous qui se permettent de faire n'importe quoi. La deuxième question, elle est intéressante parce que c'est une question qui revient souvent. Pourquoi est-ce qu'on accueillerait et on régulariserait des gens alors qu'il y a 2000 enfants, par exemple, qui dorment à la rue, alors que vous avez 5 millions de personnes au moins qui sont inscrits à Pôle emploi et qui sont chômeurs Si, c'est les chiffres du gouvernement, 5 millions de personnes. Après, si vous prenez le halo du chômage, c'est vrai, c'est plus important, Monsieur Bernstein. Mais alors on va dire que la France est devenue, avec Emmanuel Macron, un océan de malheur. Eh bien, c'est une question importante. Déjà, ces personnes, il faut comprendre qu'elles sont déjà là et qu'elles travaillent déjà. Première des choses. Deuxième chose, c'est une question de volonté politique et de politique qui est portée. Nous disons, il est possible de faire tout autrement dans ce pays. Par exemple, sur la question des personnes sans toit, est-ce que vous savez combien d'enfants vivent à la rue en Allemagne ? 0. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'il y a eu la volonté politique de le faire. En France, nous avons 330 000 personnes qui sont sans abri. Il y a 3 millions de logements vacants. Donc, nous avons largement les moyens, si on réquisitionnait, si on créait plus de places d'hébergement d'urgence, pour faire en sorte que personne ne soit sans toit dans ce pays. De même que sans emploi, nous avons des chantiers qu'aucune génération avant nous n'a eu à affronter, notamment celui du dérèglement climatique, et nous devons créer des emplois dans les EHPAD, dans les hôpitaux, dans l'agriculture qui est intensive en main-d'œuvre et non pas intensive en pesticides. Bref, nous avons beaucoup d'emplois à créer et c'est ainsi qu'on pourrait faire en sorte qu'on change radicalement la politique de ce pays. Sur ces questions d'immigration, de travail, ces questions autour des sans-papiers, Samia vous demande, ne pensez-vous pas qu'il conviendrait mieux de rendre plus strictes les conditions de perception de l'assurance chômage pour que les Français occupent les emplois dans les secteurs en tension, sous-entendu les emplois qui sont occupés aujourd'hui par des travailleurs sans-papiers? Alors, je vais répondre à Samia. Déjà, il y a eu 2 réformes de l'assurance chômage récemment qui ont baissé en moyenne de 25% les indemnités chômage. Donc, nous sommes déjà sur des règles qui sont très dures sur l'assurance chômage. Et pour que Samia comprenne bien, on disait 5 millions de personnes sont inscrites à Pôle emploi. Juste, il y en a peut-être plus, mais 5 millions de personnes inscrites à Pôle emploi. Quel est le nombre d'emplois vacants dans ce pays ? 355 000. Et encore, dans les offres d'emploi vacants, on pourrait trouver plein de choses à redire. Ça veut dire qu'il y a une offre d'emploi pour 14 chômeurs dans ce pays. Donc le problème n'est pas est-ce qu'il y a des règles dures pour les chômeurs. Le problème, c'est d'arrêter avec la chasse aux chômeurs pour faire enfin la chasse au chômage et créer des emplois. Mathilde Panot en direct avec nous jusqu'à 19h et avec vos questions. Mais nous partons pour Marseille retrouver notre envoyé spécial Alban Mikosi alors que le pape est sorti de la bonne mère. Alban, vous êtes sur place. Exactement, il vient de passer devant nous sur la plateforme qui va donner la petite tribune dans laquelle il va s'exprimer dans quelques minutes maintenant. Le pape qui nous a semblé souriant, il est accompagné du cardinal Aveline et des principaux responsables religieux de la ville. Il va s'adresser dans quelques minutes à la foule, il y aura quelques chants avant et il y a une assemblée très recueillie autour de nous que j'évalue à environ 200 personnes qui sont des personnes qui ont été invitées spécialement à assister à cette cérémonie qui sera une cérémonie à la fois courte et très solennelle. On a vu Benoît Payan, l'actuel maire de Marseille, et Jean-Claude Gaudin, l'ancien maire de Marseille, qui salue le pape à l'instant. Jean-Claude Gaudin, catholique pratiquant. Avec des représentants de toutes les religions, puisque on voit un homme coiffé d'une kippa, donc un représentant du peuple de la religion juive. Je crois qu'on a vu le culte orthodoxe aussi, c'est assez œcuménique à la sortie. Ouais, c'est bien normal pour accueillir le pape. Eux, pour le coup, peuvent y aller. Tous les dirigeants religieux, Mathilde Panot. Bien sûr, d'ailleurs, je trouve intéressant que dans l'hommage qui soit fait aux migrants morts en mer, je rappelle que la semaine dernière, mercredi dernier, il y a de nouveau un bébé de 5 mois qui s'est noyé en Méditerranée suite à un parcours migratoire. Je trouve intéressant que ce moment de recueillement soit œcuménique. Effectivement, je crois qu'il y a un imam qui est là, et puis différents religieux, donc je trouve ça intéressant.
En effet, c'est bien de le dire. On va retrouver notre observateur citoyen dans un instant. Reda, qui est directeur d'un centre social à Angerville en Essonne. On va le retrouver juste après, puisqu'on s'attend à tout moment justement à un mot du pape. Incroyable image, tout de même. C'est au moins réussi sur le plan de l'accueil, de l'organisation. Ça arrive de lumière, c'est de la chance, mais enfin, oui. la lumière est belle. On va effectivement continuer l'interview en parlant de ce qui va se passer demain, puisque demain vous appelez entre autres les Verts et la CGT une manifestation contre les violences policières. Et nous avons Francis qui vous pose une question sur ce sujet. Fabien Roussel ne participera pas à la manifestation contre les violences policières demain, car il ne veut pas défiler au milieu des gens qui chantent « Tout le monde déteste la police ». Allez-vous chanter ce slogan? Et sinon, que ferez-vous si ça chante autour d'eux? Alors, avant de répondre à Francis, d'abord, ce n'est pas uniquement la CGT, la France Insoumise et ELV qui appellent à cette manifestation demain du 23 septembre. C'est 157 organisations et il y aura 116 marches qui sont organisées partout dans le pays. Pour celles et ceux qui sont franciliens, le rendez-vous est à 14h30 à Gare du Nord. Pourquoi marcherons-nous, avant de répondre à la question de Francis? Pour défendre la République. Parce que, nous le disons, la République est en danger lorsque nous avons un gouvernement qui utilise les mêmes mots que l'extrême droite. Parce que nous ne sommes pas d'accord avec le fait que Naël soit mort et que derrière, aucun acte politique n'ait été posé. Et puis, nous marcherons aussi pour la justice sociale, parce que je crois que dans la 7e puissance au monde, nous pouvons vivre tout autrement et chacun et chacune peut vivre dignement. Et donc, voilà. Donc, cette grande marche, elle s'inscrit dans cette histoire de la République, et on a fêté récemment l'anniversaire de la République, le 231e an de la République, et donc c'est ce que nous ferons demain. Alors ensuite, effectivement, Fabien Roussel a indiqué qu'il ne participerait pas à cette manifestation. Nous n'avons jamais chanté, et vous ne nous avez jamais vu chanter. Tout le monde déteste la police, donc non, nous ne le chanterons pas. Et je crois que Fabien Roussel était moins embêté lorsqu'il manifestait avec les policiers devant l'Assemblée nationale, et que ces mêmes policiers étaient en train de crier que le problème de la police, c'était la justice, slogan qui me dérange aussi énormément. De même que tout le monde déteste la police, il faut comprendre pourquoi les gens chantent ça. Donc vous ne le chanterez pas, mais vous comprenez qu'on le chante. Mais écoutez, si vous voulez ne rien comprendre à la société et juste dire « est-ce que vous condamnez ?» On peut faire ça, Monsieur Bernstein, mais c'est pas intéressant. Pourquoi est-ce que des gens chantent « Tout le monde déteste la police » D'ailleurs, dans les manifestations retraites. D'ailleurs, à la fête de l'UMA, où Monsieur Roussel était aussi. Pourquoi? Parce que ce que nous dénonçons, pourquoi nous marchons contre les violences policières demain, ce n'est pas parce qu'on déteste la police. C'est justement parce que nous voulons une police républicaine et que nous sommes très inquiets de voir les liens de confiance entre la police et la population se dégrader à ce point. Lorsque ce qui s'est passé à Marseille cet été, avec des centaines de policiers qui se sont mis en faux arrêt maladie, après avoir laissé quasi pour mort et dit 60 jours d'ITT, un bout de crâne qui a été enlevé. Vous comprenez ce que ça détruit chez des gens? Je comprends très bien. Moi, j'ai une question. Donc, il faut des règles. Il faut des règles, très bien. Il faut aussi des règles sur ce qu'on est capable d'écouter ou de ne pas écouter. Si, à côté de vous, des gens chantent « Tout le monde déteste la police », est-ce que vous quitterez la manif ou est-ce que vous estimez que même si vous n'êtes pas d'accord, c'est des slogans que finalement on peut comprendre? Monsieur Bernstein, je ne quitterai pas la manifestation, tout comme je n'ai pas quitté les manifestations retraites où, lorsqu'il y avait une répression policière, des gens chantaient aussi « Tout le monde déteste la police ». Donc arrêtez avec des polémiques comme ça. Je vais vous dire, ce pourquoi nous marcherons demain, c'est pour dire qu'il faut abroger la loi de permis de tuer de Monsieur Cazeneuve. Comment? C'est Fabien Roussel qui l'a lancé cette polémique, c'est pas nous. Oui, non mais très bien, mais enfin, Monsieur Roussel lance des polémiques à tout va, donc... Nous marcherons notamment pour abroger la loi permis de tuer qui a été faite en 2017 par M. Cazeneuve. Qu'est-ce qu'elle a créé? Il y a eu une augmentation, c'est les chercheurs qui montrent ça. Il y a eu une augmentation par 5 des tirs mortels par les policiers sur des voitures en mouvement. Nous avons 13 personnes l'année dernière qui sont mortes pour refus d'obtempérer. Et je vais vous dire, M. Badinter, lorsqu'il a fait un discours qui est mémorable sur la question de l'abolition de la peine de mort, il disait dans son discours, il faut abroger la peine de mort pour que la justice cesse d'être une justice qui tue. Eh bien, je dis de la même manière, il faut abroger la loi de 2017 de Cazeneuve pour que la police cesse d'être une police qui tue, et ça sera favorable là aussi aux policiers. Parmi les 4
partenaires principaux de la NUP, il y en a 2 qui seront à la manif, vous et les Verts, et 2 qui n'y seront pas, le PC et le PS. Pas tous. Je le dis, par exemple, le Parti communiste du 93 a indiqué qu'il participerait à la Les manifestation. figures, en tout cas. Vous évoquiez Fabien Roussel, Olivier Faure non plus. Au niveau du département. Mais pas que les figures. Nationalement, le PC n'appelle pas à cette manif et le PS Vous avez raison, n'appelle monsieur pas Bernstein. à cette manif. Est-ce qu'il y a pour vous la bonne gauche, la vraie, celle qui manifeste, et la mauvaise gauche, la fausse gauche qui n'y sera pas? Non, alors je ne vois pas les choses comme ça. Vous savez, nous avons créé la NUPES suite aux élections présidentielles et nous nous sommes retrouvés sur un programme commun qui compte 650 mesures, qui est un programme de gouvernement sur lequel nous avons toutes et tous été élus comme députés. Alors, je crois qu'on fait avancer des sujets. Par exemple, sur la police, Monsieur Bernstein, peut-être vous rappelez-vous des cris d'orfraie qui avaient été lancés lorsque Jean-Luc Mélenchon avait dit « la police tue ». Eh bien, je crois que ce qui a d'abord été vécu par les habitants des quartiers populaires, qui a ensuite été vécu dans leur chair par beaucoup de gilets jaunes, avec notamment un nombre de gens qui ont été éborgnés, qui ont perdu des mains, qui a ensuite été vécu par les manifestants contre la réforme des retraites. Vous retournez non, sur je un ne domaine où le retourne reste pas. de la gauche n'est pas d'accord avec vous. Oui, mais je dis que nous progressons sur cette question. D'accord, mais c'est pas ma question. Je veux dire, est-ce que est-ce que vous vous rendez compte, Monsieur Bernstein, que certes, vous n'avez pas effectivement le PC au niveau national et vous n'avez pas au niveau national le PS, mais que vous n'avez jamais eu, 157 organisations, dont parmi les plus grands syndicats, dont la LDH, dont ATTAC, dont des collectifs de quartiers populaires, exactement, qui se retrouvent ensemble sur un certain nombre de recommandations pour marcher ensemble pour le 23. Je vous coupe la parole. Mathilde Panot, je voulais votre réaction sur cette intervention, mais en fait, je voulais vous poser une question, mais il y a une téléspectatrice qui la pose mieux que moi. Le pape est immigrationniste. Est-ce qu'il pourrait prendre sa carte à la France insoumise? Je pense que ça serait réducteur. Déjà, il faut dire que c'était je trouve un très grand discours qui est à la hauteur des enjeux de notre siècle et qui rappelle une chose qui est très importante. Il ne s'agit pas seulement de reconnaître l'autre comme étant semblable à soi-même, mais aussi de, en quelque sorte, sauver notre propre humanité en faisant en sorte de secourir les personnes en mer, comme le dit le droit international, et de faire en sorte d'accueillir dignement celles et ceux qui arrivent sur notre continent. Donc je trouve que c'est un discours à la hauteur de l'enjeu de civilisation humaine dans lequel on se trouve. Et je vous le disais, nous allons changer d'échelle sur les phénomènes migratoires. Donc il est d'autant plus important que si nous restons dans une sorte de peur et de haine de l'autre, on va se retrouver dans une situation qui est extrêmement chaotique. Alors que si on organise l'entraide, ça va être différent. Vous l'avez dit. Est-ce que c'est un pape de gauche? Est-ce que c'est un pape insoumis? Alors, pas tout à fait insoumis. Par exemple, je ne suis pas d'accord avec le pape sur ce qu'il dit sur un de mes combats du moment, qui est la constitutionnalisation, le fait d'inscrire dans la Constitution le droit à l'avortement, à l'interruption volontaire de grossesse. Le pape n'est pas tout à fait sur cette ligne-là, voire pas du tout. Donc nous ne sommes pas toujours d'accord, mais je trouve que ce pape a des... Est-ce que vous êtes toujours d'accord à la France Insoumise entre vous? Comment? Est-ce que vous êtes tous toujours d'accord à la France Insoumise? Il pourrait être en désaccord aussi. Il a clairement un discours de gauche qui, oui, alors qui d'ailleurs heurte parfois les catholiques Je trouve français. que ce pape a des mots forts, on le voyait là sur la question de l'accueil des exilés, tout comme il a eu des mots forts, et ça peut-être reste plus original, ça c'est vous qui le direz comme historien, mais il a eu des très grands moments d'alerte sur la question écologique que je trouve aussi très intéressante et qui permettent d'ouvrir là aussi sur l'enjeu du 21e siècle, qui est de savoir comment nous allons faire face à la crise écologique qui menace Charles aussi, mais vous l'avez snobé lui, mais on en parlera après. Demain, on a retrouvé, pardonnez-moi, excusez-moi, on m'a parlé dans l'oreillette en même temps. Est-ce qu'on a retrouvé Reda, justement, qui est notre observateur citoyen, directeur d'un centre social à Angerville, et qui voulait vous poser une question en revenant sur ce débat autour des manifestations. Voilà, je vois Reda, autour des manifestations contre les violences policières demain. Bonsoir Reda, Mathilde Panot est avec vous. Vous pouvez poser votre question. Alors, avant même de poser ma question, si vous me permettez, j'aimerais bien revenir sur un ou deux points. Et j'aimerais surtout souligner le fait que je pense qu'il faut un petit peu faire attention au message qu'on envoie aux Français et aux Françaises, puisque d'une part, quand moi j'entends la police tue d'un côté, ce que je vois surtout, c'est que d'un autre côté, il y a une cagnotte Litchi qui est ouverte en faveur de la famille du policier à hauteur de plus d'1 million d'euros. Et je me dis que finalement, on fait que creuser encore plus profondément l'entaille qui était déjà présente depuis longtemps. Alors, puisque vous me demandez de poser la question, je vais la poser. Madame Panot,
Pagnot, pardon. Est-ce que vous pensez qu'en tenant ce type de slogan... Vous m'entendez? Oui, oui, Très bien. allez-y, allez-y, on vous entend. Ah, merci. Est-ce que vous pensez qu'en tenant et en agissant avec ce type de slogan, est-ce que vous pensez réussir à éradiquer la peur et le désespoir des Françaises et des Français et de la police française? Alors, je vais... Alors, bon, ce slogan, il a été dit, comme vous dites, il n'a été dit qu'une seule fois, dans un moment où Jean-Luc Mélenchon voulait attirer l'attention sur quelque chose qui provoquait une indifférence totale dans ce pays, qui était la mort d'une jeune femme qui a été tuée d'une balle dans la tête pour refus d'obtempérer, alors qu'elle n'était pas la conductrice, mais la passagère. Et donc, il n'y avait aucune raison. Je rappelle juste un chiffre, peut-être pour commencer, et je vais répondre directement à vos questions. Nous avons un problème dans ce pays, et c'est notamment l'Organisation des Nations Unies qui le pointe, mais aussi un chiffre. Ce chiffre, c'est que nous avons eu 13 morts pour refus d'obtempérer, 17 morts pour refus d'obtempérer en 1 an et demi dans notre pays, quand il n'y a eu qu'un seul mort pour refus d'obtempérer en Allemagne en 10 ans. Voilà le problème immense devant lequel nous nous trouvons. Et une des choses qui est en cause, c'est la question de la formation de la police. Donc, cette phrase n'avait que vocation à provoquer la conscience sur ce qui est en train de se passer et à proposer des solutions. Nous demandons à ce que les policiers soient formés plus longtemps, comme c'était le cas auparavant. Nous sommes les seuls à avoir déposé une commission d'enquête sur les suicides dans la police parce que peut-être ne le savez-vous pas, mais les policiers sont une profession dans laquelle il y a beaucoup plus de suicides en moyenne que dans le reste de la population. Nous demandons à changer l'IGPN, qui est le contrôle, et l'IGGN, le contrôle de la police lorsqu'il y a un problème, et notamment un mort, pour que ce contrôle soit réellement indépendant et qu'il n'y ait pas d'impunité policière. Ce que je veux dire par là, c'est que contrairement à ce qui est souvent fait comme image de nous, nous ne sommes pas anti-policiers, mais nous voulons que les policiers soient véritablement au service du peuple, qu'on retrouve un service public de la sûreté et qu'on arrête avec une police où justement vous avez ensuite des jeunes qui vont courir devant la police parce qu'ils en ont peur, des jeunes qui dès 10 ans, 11 ans, 12 ans dans un quartier populaire, parce qu'ils sont perçus comme noirs et arabes, vont avoir 20 fois plus de risques de se faire contrôler et à qui on explique dès leur plus jeune âge qui seraient en quelque sorte des corps étrangers de la République. Nous ne sommes pas d'accord avec ça. Et donc, ce que nous proposons est une manière de sortir par le haut de cette situation et de faire justement qu'on retrouve une police de proximité, une police qui est au service de la sûreté des citoyens et des citoyennes de ce pays. Merci beaucoup Reda d'avoir posé votre question en direct ce soir. Reda, observateur citoyen en direct avec Mathilde Panot, présidente du groupe LFI à l'Assemblée nationale. Alors la préparation de cette manifestation a donné lieu à des échanges musclés, c'est le moins qu'on puisse dire, et particulièrement la publication sur Facebook qu'on va voir de votre collègue députée Sophia Chikirou qui a dit la chose suivante: il y a du Doriot dans Fabien Roussel. Alors on va voir deux interpellations de Marie-Claude et de Françoise, mais avant, je voudrais un petit rappel historique sur qui était Jacques Doriot. Jacques Doriot, c'est un monsieur qui a commencé sa vie avant-guerre au Parti communiste, qui en a été exclu parce qu'il a créé le PPF, parti ouvertement collaborationniste. Puis ensuite, il a créé la Ligue des volontaires français qui réunissait ceux qui voulaient aller se battre avec les nazis, lui-même se rendant souvent sur le front de l'Est. Bref, c'est un des pires collabos de l'histoire. Alors voilà ce que vous dit Marie-Claude. Votre collègue députée Sophia Chikirou a comparé Fabien Roussel à Jacques Doriot. On ne peut pas traiter ses alliés de nazis. Et on va voir ce que vous dit Françoise. Vous pourrez répondre aux deux à la fois. Il y a du Doriot dans Roussel. Cette phrase relayée sur les réseaux sociaux, etc., pourrait sonner le glas de la nuque. N'est-ce pas paradoxal de prétendre rassembler et gouverner demain quand on traite de sorte ses alliés d'hier? Alors, la première chose, c'est que cette publication de Sophia Chikirou, elle vient au départ d'un tweet de Daniel Schneiderman qui a fait ensuite un long billet de blog que vous pouvez aller voir et qui explique pourquoi est-ce qu'il a changé ensuite son tweet et modifié tout cela. Non, alors je vais répondre directement, Roussel n'est pas Doriot. Mais Sophia Chikirou a raison, comme Daniel Schneiderman, d'alerter sur une dérive qui existe actuellement chez Fabien Roussel, avec des phrases qui avalisent des thèses qui sont de droite, voire parfois qui sont des thèses que porte l'extrême droite. C'est pas nazi. Non, mais écoutez, là, je suis en train
Je viens de vous dire, Roussel n'est pas Doriot, donc c'est bon, j'ai clos votre sujet là-dessus. Moi, je vais vous parler de ce que ça veut dire, en fait, de ce sujet. Vous avez clos, si j'ai le droit de poser les questions que je veux. Oui, mais je vous ai déjà répondu là-dessus. Mais Sophia Chikirou a raison. Oui, et Sophia Chikirou a raison de dénoncer le fait que M. Roussel dise que nos frontières seraient devenues des passoires, ce qui est faux, de parler de la France des allocs. Il faut que M. Roussel choisisse son camp. Voilà ce que nous sommes en train de dire. Mais est-ce que... Parce que là, on peut se quereller dans la vie politique. C'est même sain de se quereller dans la vie politique. Doit-on pour autant faire des assimilations que vous regrettez là, que vous avez regrettées? Non, je ne regrette pas. Vous savez, non, je vous explique. Vous ne regrettez pas ce qu'a dit Sophia Chikirou? Ah bah écoutez, moi je suis pas Sophia Chikirou. Non, j'en ai pas à regretter des choses que Sophia Chikirou dit, non. Bon, la question dans la question de Françoise. Le débat bah oui, c'est la fin de la NUPES. Alors non, en tout cas on ne l'espère pas. Quand on se traite de nazis dans le même parti, c'est que... il faut quand même remettre les choses à leur place. Là, vous parlez d'une story Facebook, c'est même pas une publication, c'est une story Facebook qui serait responsable de la fin de la NUPES. Moi, je vais vous dire ce qui m'inquiète sur la question de la NUPES. C'est ce qui se passe actuellement sur la question notamment des européennes, sur lequel nous avons offert la tête de liste aux écologistes en disant nous sommes prêts à donner la tête de liste et à ne pas faire enjeu de nos places pour faire en sorte qu'on puisse battre Macron et Le Pen. Oui, mais écoutez, c'est comme se quereller sans s'insulter à ce point. Surtout quand on fait partie de la même famille politique. Ah, puisque je vais vous dire ce qu'ont dit vos amis. Clémentine Autain, j'ai beaucoup de désaccords avec Fabien Roussel, mais le comparer à Doriot, non, je ne suis pas d'accord. François Ruffin, il faut que la gauche, là il met le plan sur la politique. Il faut que la gauche sorte de ses instant avant de reprendre, vous ai coupé en pleine citation Gilles Bernstein sur ce débat, cette animation, si j'ose dire, au sein de la NUPES. Animation, c'est peut-être un euphémisme, Mathilde Panot, je vous ai coupé tout à l'heure, Gilles. Oui, donc, je lisais les réactions très hostiles d'un certain nombre de vos camarades de la France insoumise, qui en gros, et comme nos téléspectateurs, vous reprochent une certaine forme parfois de violence dans le débat politique et disent que voilà, ce n'est pas comme ça, même si on n'est pas d'accord avec eux, ce n'est pas comme ça qu'on traite ses alliés. Est-ce que vous pouvez l'entendre ? Non, mais écoutez, là, je sais, Fabien Roussel a monté une polémique autour d'une story qui avait été vue par 700 personnes. Je vais vous dire, moi, je pense que M. Roussel, aujourd'hui, doit choisir dans quel camp il est. Et qu'on ne peut pas combattre l'extrême droite en allant sur certains de ces thèmes. Et à force de faire des... Eh bien, par exemple, les frontières sont devenues une passoire, la France des allocs, je ne suis pas d'accord avec tout ça. Et je vais vous dire, M. Roussel, comme moi-même, nous avons été élus sur le même programme de la NUPES. Et donc, il doit respecter ce programme. Et ce n'est pas un problème avec les communistes. C'est un problème avec M. Roussel, qui systématiquement... Mais donc, la NUPES, c'est fini. Vous ne pouvez pas rester dans une alliance avec quelqu'un dont vous dites, autant là, pour le coup, sans l'insulter, dont vous dites autant de mal politiquement. Avec qui vous êtes à ce point en désaccord. Je pense que la question doit être posée à M. Roussel, M. Bernstein. C'est lui qui, sans cesse, dit des choses contre la NUPES. C'est lui qui, sans cesse, ne cesse de faire ça. Donc, là, je le dis, nous n'avons aucun mal à travailler à l'Assemblée nationale avec le groupe communiste. Nous votons très régulièrement ensemble. Et donc, ce n'est pas un problème avec les communistes, mais avec l'attitude de Fabien Roussel, à qui il faut demander pourquoi est-ce qu'il essaye tant de saboter cette union qui est la seule à même de gagner contre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Monsieur Fabien Roussel doit choisir son camp, nous dit Mathilde Panot ce soir, qui a répondu à vos questions. On vous répond tous les soirs entre 18h et 19h. Merci beaucoup Mathilde Panot, présidente du groupe LFI à l'Assemblée nationale. Demain, 14h, ne manquez pas l'édition spéciale, toutes les rédactions de France Télévisions modifiées. Pardonnez-moi. Paris, gare du Nord pour la manifestation du 23. Juste avant, à 14h, une édition spéciale qui démarre avec un énorme événement, cette messe inédite au stade Vélodrome du Pape François.